il faut préserver l'environnement marin et côtier. Il faut qu'on fasse des efforts pour maintenir l'équilibre entre les besoins humains et la productivité de l'océan. Ici, nous sommes au Congo-Brazzaville et précisément dans le parc national Kankwati-Douli. C'est un parc marin et continental, donc il y a des espèces marines et des espèces de forêt. Donc à ce niveau-là, ce parc est représentatif pour l'Afrique centrale en général. Pourquoi aujourd'hui nous préservons notre biodiversité? C'est tout juste pour essayer de garder à l'état naturel nos écosystèmes, tels que depuis que la création, par exemple, du pays, jusqu'à nos jours, les forêts restent intactes. On utilise la nature d'une multitude de façons. On utilise par exemple la nature pour se nourrir, on utilise la nature pour se loger, avec le bois par exemple, on utilise la nature pour s'habiller, ou encore on utilise la nature pour se soigner. Beaucoup de médicaments qu'on utilise à l'heure actuelle sont issus des plantes qui viennent des forêts et qui viennent d'autres régions. Si on détruit la biodiversité, si on détruit cette richesse, eh bien, au final, j'ai envie de dire qu'on va scier la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire qu'on va tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas d'un développement économique? Ce sont des pays pauvres qui ont généralement des ressources naturelles très riches. Et comme il y a un grand appétit mondial sur ces ressources et qu'il y a des facteurs externes et des gens qui viennent d'autres pays du monde pour chercher à exploiter ces ressources naturelles, les pays font face à de grands défis. Toutes les ressources naturelles soient gérées de façon concertée pour faire de telle sorte que les générations futures continuent à profiter de ce bien. L'animal n'a pas de frontières. Le poisson, il n'a pas de frontières. La pollution n'a pas de frontières. Mais si nous ne coopérons pas ensemble, pour que si un problème se pose dans un pays, on appelle à la coopération des autres pays, bon, je ne sais pas quelles ressources, quels moyens vous avez. Il y a 30 ans, des pays de la côte atlantique d'Afrique se sont retrouvés pour signer un cadre de coopération régionale pour la gestion des zones marines et côtières d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. C'est cet espace qui va de l'Afrique du Sud au sud jusqu'en Mauritanie au nord. Depuis 1981 jusqu'à 2012, nous avons relevé que la Convention d'Abidjan. Cette convention est très importante pour résoudre les problèmes communs.
Il y a deux types de pirogues ici sur la plage. Il y a la pirogue Vili, les originaires de Pointe-Noire, et la pirogue Popo. Popo, c'est une région du Bénin. C'est eux qui nous ont amené les grandes pirogues que vous voyez, que vous avez vu partir tout à l'heure en mer. C'est ça qu'on appelle la pirogue Popo. Et il y a des fois, on peut partir, on revient sans rien. Sans rien, mais il y a des fois, on peut partir, on revient avec 1 tonne, 500 kilos, 800 kilos par pirogue. Le gars là. Oh, Manu. Lui, il l'a fait. Elle a filmé comme c'est un de elle a filmé. 1000 fois. Et on a un seul souci, c'est qu'on a la pêche industrielle qui nous touche, surtout pour notre matériel. Car en mer, il y a des limites. Il y a la zone appelée la zone de reproduction qui est presque réservée pour la pêche artisanale. Mais il y a les industriels qui brûlent pour venir détruire le matériel dans la zone interdite à la pêche industrielle. Nous sommes donc au marché de la frontière. C'est ici où se fait le débarquement donc, des poissons de la pêche industrielle. Nous allons donc marcher, regarder exactement les espèces qui sont pêchées. Vous voyez par exemple, c'est une poulpe. Hein? Dans le thon, ça devait avoir une grosse taille. Et regardez la taille qui est là. Il n'a pas encore atteint sa maturité. Et ce type de poisson ne pouvait pas se vendre aussi avec cette taille-là. C'était vraiment, ça grossit. C'est un poisson qui grandit beaucoup. Ici, c'est des chonchards. Il n'a pas encore sa taille requise. C'est des petites solettes qui n'ont pas encore pris leur maturité, mais qui sont déjà pêchées. Je vais le prendre. C'est le rascasse. C'est un poisson qui reste sous les rochers. Ça reste dans les rochers. Normalement, pour qu'il soit pêché, il faut que ces rochers-là soient détruits. Alors, quand ces rochers-là, c'est là où ces poissons-là vivent. Et quand c'est détruit, ça apporte un appauvrissement de l'habitat de ces espèces de poissons. Ce poisson est plus pêché par les armateurs chinois qui ont des engins un peu plus costauds et qui vont dans les fonds avec des panneaux. Donc ils détruisent les fonds rochers. Et ces poissons-là ne pouvant pas résister, sont obligés de monter à la surface et se font prendre dans les filons. Les conséquences sont énormes. Ces habitats-là, c'est des zones de reproduction. Vous savez qu'il y a des périodes où les poissons sont obligés de se reproduire. Hein? Mais quand ces habitats-là sont détruits, j'avoue qu'on n'a plus les mêmes espèces qu'on avait avant. On n'a plus la grosseur des poissons qu'on avait avant. Et il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Les lois sont là. Les textes, il manque juste les textes d'application. Parce qu'il n'y a pas toujours ces accompagnements-là pour interdire ou pour aller faire la surveillance de ces zones-là. C'est ça qui nous manque.
Et il y a la corruption qui bat en plein. On envoie un agent de l'État aller verbaliser, constatant bien que la taille marchande de ce poisson ne peut pas mettre ça dans le marché. Quand il arrive, bon, il a été corrompu par une société de la place. Il ferme sa bouche. Ça c'est quoi? Le problème chez nous, dans notre village, ce sont ces chalutiers chinois-là qui nous rendent pauvres pour ce moment où nous parlons là. Leur méthode de travailler, de faire leur pêche, ce n'est pas normal. Parce qu'ils viennent tout juste à 200 mètres de la côte. C'est un endroit où se reproduisent les poissons. Et ensuite, ils ont des dynamites. Ils ont des dynamites qu'ils plongent dans l'eau enfin pour faire fuir ce poisson-là, pour qu'ils puissent beaucoup gagner eux dans leur filet. La production qu'il y avait avant, ce n'est plus celui d'aujourd'hui là. Ça a carrément baissé. Ils peuvent pêcher, mais au large. C'est un peu plus au large, afin qu'ils nous libèrent la zone, que nous soyons un peu plus comme nous étions avant. On ne voit plus que ce soit la marine et la police, on ne voit pas leur présence dans ce genre de situation-là. Nous, on se met en groupe, les pêcheurs, nous rentrons dans la pirogue pour aller tout juste les chasser là où ils sont. Mais pas une chose facile, nous partions là-bas souvent avec des machettes dans la pirogue pour leur faire peur. Ce n'est pas une façon de leur tuer, mais c'est pour leur faire peur à ce qu'ils puissent libérer la zone. Donc c'est à propos de ça. Ici, nous sommes dans la rivière qu'on appelait dans le temps l'eau claire. C'était une eau vraiment très limpide. Je me souviens de ça parce que je me suis lavé même dans cette eau. On a fait la pêche, on pêchait des grosses carpes. Des grosses carpes. Mais aujourd'hui, dans cet état, il n'y a plus de vie. Vous constatez vous-même. La plupart des industries qui exploitent dans ces zones ont tendance de déverser dans ces eaux, dans ces bassins versants qui retombent dans la mer les polluants que vous êtes en train d'observer ici. Nous sommes ici face à un désastre qui ne touche pas seulement l'humain, mais y compris les écosystèmes marins et côtiers. C'est même le moment même de le décrire. Vous voyez? Nous sommes ici dans la lagune de Loubi, un affluent de notre mer, et derrière les installations pétrolières. Donc, les rejets sont alimentés depuis des années dans cette lagune. Quand ça a commencé le nettoyage, aussitôt arrêté pour un bilan environnemental. L'eau est devenue morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Tout a été décimé ici. Il n'y a plus de poissons. Comme vous pouvez constater, là, comment est le sol, voilà le bitume, voilà. C'est déjà mélangé avec le sable. Ces berges renferment carrément du bitume. Quand on remue, vous voyez là, quand on remue, vous voyez l'espèce d'huile qui commence à remonter. C'est un désastre, le milieu. Nous ne sommes pas contre l'exploitation pétrolière, mais nous voulons que les lieux dont dépendent les riverains, leurs seules ressources, soient préservées. Et ça soit de génération en génération.
la construction du port ou l'installation du port a nécessité la construction d'une digue. Et lorsque cette digue-là a été construite, personne ne pouvait imaginer l'impact que ça porterait sur le reste de l'environnement, parce qu'en ce moment-là, les problèmes d'environnement n'étaient pas pris en compte. Cette digue-là a eu beaucoup d'impact du fait que, par rapport à la configuration des courants qui sont devant Pointe-Noire portés sur le nord-est, et par rapport aux sédiments envoyés par le fleuve Congo en mer, alors tous les sédiments qui devaient longer la côte nord jusque dans la baie de Luango se sont retrouvés accumulés dans le port de Pointe-Noire, d'où déficit dans la baie de Luango. Oui, imaginez-vous que dans une zone, surtout sur une côte, lorsqu'on a 11 mètres par an de recul, c'est catastrophique. J'ai peur. J'ai peur parce que déjà la côte congolaise va être menacée par les pollutions de tout genre. La côte congolaise va être menacée parce que le développement industriel est tel que ça va tellement vite et que toute la côte congolaise sera développée par des industries de tout genre et nous aurons des ports qui vont se développer en désordre et vous aurez la démographie, les villes qui vont se développer aussi en désordre. Ça fera de telle sorte que l'érosion marine aussi va évoluer et la côte congolaise va disparaître. Ici, nous sommes dans la mangrove de la Loya. C'est l'une des plus belles mangroves urbaines qu'on avait autour de Pointe-Noire. En 2000, quand nous avons évalué cette mangrove, on avait environ 20 hectares de mangrove ici-là. Et après les 20 hectares de mangrove, aujourd'hui, nous sommes peut-être arrivés à moins de 5 hectares de mangrove quand vous voyez l'espace qui est resté. Les mangroves jouent un rôle très important sur le plan écologique, en ce qui concerne la reproduction des poissons, en ce qui concerne la vie des poissons. Les mangroves constituent une nurserie pour les poissons parce que tous les petits poissons se retrouvent dans la mangrove. Ils sont gardés dans les mangroves pour se reproduire jusqu'à ce qu'ils deviennent grands avant de commencer une autre vie. Et ensuite, nous avons les mangroves qui jouent aussi un rôle très important en ce qui concerne le continent parce que vous voyez toute cette barrière
de forêt, ça constitue un écran naturel pour le courant marin qui est parfois très très salé et ça fait de telle sorte que le continent est préservé contre le courant marin salé. Et nous avons aussi que les marais constituent une zone de désengorgement des marais quand elles sont vraiment très très hautes. En Afrique, je pense que la mangrove aussi est très très menacée parce que je me rends compte que la mangrove en Afrique est en train de subir une grande pression démographique, une grande pression industrielle et une grande pression des pollutions de tout genre. 30-40% des mangroves au Congo qui ont disparu. Et beaucoup plus, toutes les zones de mangroves qui étaient en zone urbaine, ces mangroves-là sont presque en voie de disparition. On peut avoir un programme de coupe, mais sélective. Ça, c'est devenu vieux. On a déjà des sémenciers qui sont là, on récolte, on coupe, on donne aux populations et on replante. Et en ce moment-là, on suit l'évolution. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Les gens, ils viennent, ils coupent comme ils veulent et ils emmènent le bois. Très importante, c'est la prise de conscience collective dans la sous-région de prendre en main la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. C'est déjà très important et que tous les pays aient signé ou ratifié les accords et les protocoles y relatifs, que les dispositions nationales soient prises pour justement contrer les phénomènes de destruction de nos côtes, le pillage des ressources naturelles, une mauvaise exploitation des ressources comme le pétrole qui engendre une pollution gravissime. On ne peut pas dire qu'une société qui se crée, qui évolue, ne fasse pas de profit, mais il faut planifier ce profit. Il ne faut pas qu'il excelle le niveau de tolérance, le niveau d'acceptabilité de la ressource elle-même. Pas pendant un mois ou pas pendant l'installation du projet, mais pendant tout le temps que durera un projet, une structure, il faut une gestion environnementale. Il n'est pas incompatible d'exploiter les ressources et d'avoir un milieu naturel propre. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde et là aussi cette convention elle est là comme cadre juridique pour faciliter les échanges au sein de la région mais également faciliter les échanges avec d'autres régions du monde. L'idée, c'est vraiment de montrer que la protection, la préservation de l'environnement, c'est pas seulement des problèmes, c'est pas seulement du temps de travail et de l'énergie. Ça rapporte aussi de l'argent. On commence d'abord par la longueur. D'accord. La carapace. On fait 38. Et du droit, je suppose que c'est aussi REN. REN. Il y a 7 espèces de tortues marines sur toute la planète. Et il en existe 5 au Congo. Donc c'est vraiment une richesse assez importante qu'a le Congo. C'est simplement qu'en fait, quand on achète les trucs, on prend... Si les tortues marines sont amenées à disparaître, soit parce qu'elles seront tombées dans des filets de pêche, donc elles seront mortes, soit parce qu'il y aura eu trop de pollution en mer, ça va déstabiliser l'écosystème. Un des programmes qu'a développé Renatura, en fait, c'est le tourisme communautaire. Les personnes, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les personnes viennent, payent 10 000 francs par individu pour assister à la libération des tortues marines. Sur ces 10 000 francs, il y en a donc 6 000 qui sont reversés directement à l'association pour financer le fonctionnement du programme, en fait. Sur les 4 000 francs qui restent, l'intégralité est versée en fait, à un fonds communautaire. On libère environ à raison de 1500 tortues par an.
Et on va sensibiliser les enfants par le biais d'animations, on va dire ludiques. Donc c'est des jeux, c'est des dialogues, c'est des débats. On transmet quelques informations sur la préservation de l'environnement. Et donc ça, c'est un programme assez important à Renatura qui nous a permis, par exemple, pour l'année 2011-2012, de sensibiliser 18 000 élèves. Bon, l'humanité et l'être humain a tout intérêt à protéger la biodiversité parce que c'est ce qui nous permet de vivre et c'est ce qui va nous permettre de survivre dans le futur. La Convention est un cadre de coopération, c'est un cadre juridique. La Convention elle-même appuie les États et chaque pays a la responsabilité de mettre en œuvre les décisions de la Convention au niveau national. Il faut que ceux qui sont en charge de l'environnement puissent être regardants parce que faire un rapport c'est bien, donner des recommandations c'est bien, mais la mise en œuvre de ces recommandations nécessite aussi un suivi. Donc il est très important que l'ensemble des acteurs apportent leur contribution pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises. 30 ans d'efforts, c'est beaucoup et c'est très bien que les États aient maintenu cette convention pendant 30 ans, mais il faut mettre en œuvre aussi les décisions de la convention.